SDF qui estime que les sous-préfectures sont en échec et viennent encore dénoncer la qualité des services administratifs qui, selon cette formation politique, semble être très très catastrophique. Mesdames et messieurs, voilà le menu qui nous conduira jusqu'à 11h52. Romaric nous a fait l'unique étoile du drapeau camerounais. J'ai encore l'honneur, le bonheur et même le privilège de modérer les échanges de ce matin. Julio Arceljob, bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric, merci de m'avoir invité une fois de plus. Permettez-moi de saluer. C'est pas moi qui vous invite, Julio Arcel. Bien sûr, c'est votre émission. Le principe voudrait que vous m'invitiez, donc je considère que c'est comme ça. Bonjour aux populations qui sont nombreuses à nous regarder. Vous êtes l'une des figures les plus emblématiques, les plus sérieuses de ce programme. Une invitation à vous donner, on n'en a presque pas besoin, ou presque plus besoin, Julio Arcel. Si vous le dites, ça me va de au cœur. C'est votre écosystème. Comme je l'ai dit, je permets de saluer les populations qui nous voient ce matin. Tous les Camerounais d'ici d'ailleurs. Je voudrais faire un clin d'œil à votre pochette ce matin, Julio Arcel. Pochette et cravate? Non, pochette. Moi, j'ai parlé de la pochette. J'ai parlé de la pochette, pas autre chose. Moi, comme je le dis souvent, j'ai peut-être la chance ou la grâce d'être essentiellement habillé par mon patron. La fonction l'exige. Donc, voilà, pochette, cravate et tout. Moi, je n'achète rien. Merci Julio Arcel d'être des nôtres ce matin dans le cadre de ce programme. C'est encore un grand plaisir de vous savoir, bien sûr, en forme pour cette troisième livraison de la semaine Horizon Midi. En face de vous, Yvan Méniche, merci encore de répondre présent. À l'appel de votre devoir, la tradition l'oblige. Merci d'être des nôtres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric Noafeu, bonjour à Julio Arceljob, bonjour également à tous ces millions de Camerounais qui ce matin encore se réveillent, aussi nombreux à nous écouter une fois de plus. On les retrouve toujours avec une énergie positive parce que vous savez, lorsqu'on se réveille et qu'on est à l'esprit, en fait, qu'on vient à Horizon Midi, on ne peut qu'être fier parce qu'on vient de plus en plus pour édifier et pour apporter des clarifications sur bon nombre d'informations. Donc, c'est avec une grande joie que je les retrouve une fois de plus ce matin. Et nous sommes d'ailleurs très disposés à recevoir la somme des connaissances et même des adages que vous allez partager avec nous et même ces téléspectateurs ce matin dans le cadre de ce programme. Il y a que les délestages, Julio Arceljob, deviennent de plus en plus fréquents dans la capitale politique. On a l'impression que le ministre de l'Eau et de l'Énergie ne cesse d'aller de mensonge en mensonge. Dans la région du sud, de Vallée d'une Thème, par exemple, à Ambam, aujourd'hui nous sommes à 7 jours, disent les populations, sans lumière. Les corps au sein des morgues, vous pouvez imaginer dans quel état ils se trouvent finalement. Est-ce que ce problème systémique tant dénoncé, Julio, ne devrait pas tirer à sa fin même demain? Mais moi j'ai vu un journal, un tableau, un journal titré ce matin. C'est même lequel encore là, nouvelle, non. Info Matin, je ne sais pas trop. Il disait quoi? Qui disait que le ministre Gaston Elou Samba donne les raisons du délestage actuel. Oui, Info Matin. Info Matin. Le journal de Dieudonné 20. Alors, l'occasion pour moi de lui dire que nous n'avons pas besoin de raison. Ce que nous voulons, c'est l'électricité. Tout à fait. On est fatigué d'entendre justifier. Ils ont expliqué une histoire là, comme pour dire que les pluies ont fait quoi. Nous sommes fatigués de vous entendre nous expliquer à chaque instant. Donnez-nous le courant, c'est tout ce qu'on vous demande. Tout simplement. Comment en 2024, 2025 aujourd'hui, on en est encore à vous supplier pour quelques mégawatts? Donnez-nous le courant. Vous-même, vous n'êtes pas fatigué des raisons à évoquer tout le temps? Non, monsieur le ministre. Ça me rappelle un épisode dans ce pays où un ministre avait brillé, un directeur général avait brillé par son incompétence à la tête de la Camerounaise des eaux. Tout à fait. Mais qui avait été promu ministre. Je me demande comment Gaston Elou ne s'est pas fait pour se maintenir ministre. J'ai failli être con. Yeah. C'est comme si quelqu'un d'autre a sauté entre temps. Sinon, les Gaston Elou ne méritent pas la fonction ministérielle. Ah bon? Ils n'en ont aucune compétence. Vraiment aucune, quoi. C'est l'un des ministres les plus incompétents que je connaisse au monde. Est-ce que vous n'êtes pas un peu très dur là, Julio? Très dur. Depuis qu'on pleure, on pleure ces problèmes d'électricité. As-tu l'impression que ça a été résolu un seul instant? Et ils nous disent qu'ils sont dans un processus. Ah, un processus. D'accord. Ok. C'est la mode au Cameroun, on est dans le processus. Allons-y. Ailleurs, les gens célèbrent 50 ans sans variation. La variation. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on dit que la norme dans un pays, c'est 220 volts. Le Japon a célébré 50 ans de 220 volts. Je ne parle pas de coupure. Là-bas, c'est la catastrophe, c'est la tragédie. La catastrophe, c'est quand ça varie.
On dit que la norme dans notre pays, c'est 220 volts pour les ménages. Et ça varie entre 218 et 220. Mais je vous dis que c'est resté fixe pendant 50 ans. 220. 220. Ils font comment? C'est la question que Gaston Lungo doit poser à ceux qui font bien. C'est-à-dire, eux, ils ne sont même pas à l'étape de la coupure, ils sont au niveau de la stabilité, sans variation. Ici, à Yaoundé, lorsque moi je fais chez moi une semaine sans coupure, je m'inquiète. Tout à fait. Je me dis, mais qu'est-ce que ces gars nous préparent? Il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas normal. Regardez le niveau qu'on atteint. Vous avez l'électricité pendant une semaine et vous êtes inquiet. Non, ce que les gars vont sortir la prochaine fois, ça peut être une coupure d'un mois. C'était pareil lorsque j'étais récemment à Douala. J'ai fait 3 jours, parce que dans ce quartier on coupe tout le temps, mais j'ai fait 3 jours sans coupure. Vous étiez inquiet? J'ai plongé dans l'inquiétude et j'avais raison. C'est les ans d'après, ils ont coupé pour 4 jours. Vous comprenez donc, c'est inquiétant. Au Cameroun, lorsqu'on a le sentiment d'être un peu heureux, sur quelques jours, on se pose des questions. On commence à s'inquiéter. Finalement, qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi ça allait stable? Parce qu'on est habitué à souffrir comme des moutons, des animaux sauvages. Je vous assure. Quand on a un peu de bien-être, on est inquiet. On est inquiet. Parce qu'on sait que ce qui vient après, ça pille. Yvan Amélie, est-ce que ça vous arrive parfois aussi de plonger dans cette atmosphère-là? C'est-à-dire, quand vous passez une semaine dans du bonheur au Cameroun, vous commencez vous-même à vous inquiéter, vous poser des questions finalement. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Justement, puisqu'il faut préciser à nos téléspectateurs également que le bonheur est au Cameroun, puisque lorsque vous réveillez d'abord le matin, on vous dit que désormais, la taxe sur les transactions mobile money, c'est désormais 4 francs CFA de plus. Ça, c'était avant justement la taxe. Vous réveillez le matin, c'est les embouteillages. Vous réveillez le matin, c'est l'augmentation des prix de tels produits. Vous faites comment pour connaître le bonheur? Donc, ce n'est que normal que lorsqu'on fasse une semaine au Cameroun sans coupure de courant électrique, on s'inquiète. Puisqu'il y a des localités où on fait quasiment un mois. Lorsque vous partez à Kiossi, par exemple, là-bas, on fait 3 semaines. On fait un mois. Au point où les populations de Kiossi disent qu'en fait, elles étaient beaucoup plus heureuses à l'époque lorsqu'elles mettaient leur groupe. Les groupes électrogènes. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que Eneo est venu leur faire vivre le martyr. Puisqu'il y a Eneo à Kiossi, effectivement. Mais sauf qu'à ce niveau, vous pouvez faire 3 semaines, un mois, sans électricité. Pourtant, c'est une frontière. Il y a une histoire qu'ils sont allés installer à Aïdé Yala. Juste à quelques kilomètres d'ici, j'ai failli dire quelques mètres d'ici, mais qui visiblement ne sert à rien. Aider devrait en principe être la plaque tournante du Cameroun en termes de distribution de l'énergie électrique. Mais est-ce que vous savez qu'on m'a aidé en quoi? Tout à fait. C'est ça le véritable souci en fait. Donc, aider a même également subi ce même match. Donc, aider à qui devrait être le carrefour pour davantage distribuer l'énergie électrique dans la quasi-totalité des villes du pays. À ce niveau également, il y a les coupures régulières de courant électrique. Moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est que nous sommes dans un contexte où le gouvernement se justifie. Et donne des raisons tout le temps. Ça devient un peu embêtant aussi en fait. Vous pensez que la grand-mère qui est au village, elle va prendre son temps pour lire ce communiqué là. Les Camerounais veulent l'énergie électrique, c'est tout. Le ministre en 2023 disait qu'en 2024, on sera... En 2023, il disait qu'en 2024, nous serons loin des coupures de courant électrique. En 2024 également, il dit encore qu'en 2025, nous serons loin des coupures de courant électrique. Nous voici en 2025. Ce sont malheureusement, 2025, voilà, sont malheureusement des le mal sans liste, c'est très grave. Des autorités justement de ce gouvernement qui vont de mensonge en mensonge et qui, plus le temps passe, plus ont l'impression que les Camerounais n'ouvrent pas les yeux. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Julio Arcel, Yvan Amélie, vous l'avez si bien dit, tout ce dont nous avons besoin, c'est l'énergie électrique, c'est de l'eau dans les robinets pour pouvoir justement pallier à autre chose. Les raisons ne nous aident plus. On n'en a plus besoin, disait-il. Yvan Amélie, vous aviez la parole tout à l'heure, on vous permet de la garder pour partager avec nous votre fait d'actualité de ce mercredi. Alors, notre fait d'actualité de ce mercredi, on va revenir sur la visite du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malaché, qui était du côté de la région du littoral hier. Il a fait une visite du côté de l'hôpital de Newbel dans l'arrondissement de Douala 2e. Mais ce qui nous a inquiété, c'est qu'une fois que le ministre soit arrivé dans cette formation hospitalière, il se rend compte qu'en fait, il y a des personnels de santé qui ont pris la pause, ils ont même excédé dans la pause. Et l'état même aussi de l'hôpital qui était dans un état délabré, il n'y a pas de peinture. Or, Newbel, c'est quand même la ville, c'est le centre-ville de Douala, une situation assez désastreuse. Mais sauf que ce qui nous inquiète, ça arrive également
au lendemain de la célébration de tout un événement du côté du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui était axé sur les thèmes éthique, professionnelle et déontologie administrative, tout en précisant qu'en fait, comment on peut appeler certains Camerounais qui payent pour travailler dans certaines structures, qu'ils doivent faire montre de responsabilité au travail. Autrement dit, comment vous avez négocié ou encore vous avez choco, comme on dit trivialement au quartier, pour avoir un travail. Et on pense quand même qu'on doit attendre de vous en retour de l'éthique et de la déontologie. C'est assez choquant quand même. Julio Axel Diop, c'est un phénomène malheureusement qui fait froid au dos. On sait comment ça se passe pour intégrer aujourd'hui les administrations publiques dans ce pays, les sommes importantes qu'il y a à débourser auprès de certains individus à la moralité très frélatée même d'ailleurs. Et une fois que vous y êtes, on a l'impression que vous pouvez apporter un rendement positif. Ivan Meni essaye de dénoncer une telle situation en prenant justement pour prétexte la visite de Manaouda Malachi hier dans la ville de Douala qui a constaté des absences
Encore qu'on attribue ces écoles-là, ils sont affiliés à certains ministères. C'est clair qu'il y a de plus en plus de faux. C'est clair qu'au Cameroun, qu'il y a des fonctionnaires qui partent au travail à 10 heures. C'est clair qu'au Cameroun, qu'il y a des fonctionnaires qui, à cause du froid, ne vaquent pas paisiblement à leurs occupations quotidiennes. Il y en a des fonctionnaires qui vous le disent. Vraiment, il faisait très froid aujourd'hui, je ne pourrais pas sortir. J'avais les maux de tête et autres en fait. C'est ça le véritable. À cause d'un simple mal de tête, quelqu'un estime qu'il ne doit pas se rendre. C'est ça le véritable souci. Vous allez voir un personnel médical, il va vous dire que je ne peux pas vivre de ce qu'on me donne à l'hôpital. Peut-être, et certains s'absentent pour aller également vaquer à d'autres occupations. Julio l'a dit tout à l'heure, on aura certainement aussi, puisque Julio parlait de ce problème systémique, et selon lui qui va se résoudre très certainement. Il y a Maître Alice Comme qui a également fait une autre sortie pour effectivement appeler au président Paul Biya de se reposer, de donner la possibilité à notre jeune de conduire, n'est-ce pas, le magistère. Elle estime que le Cameroun a tout donné et qu'il a certainement également tout donné au Cameroun. Elle pense que le moment et l'heure sont déjà arrivés pour permettre au chef de l'État d'aller un tout petit peu vaquer à d'autres occupations, peut-être en Vomeka. On aura l'occasion d'écouter cette vidéo que va nous servir certainement la régie dans un petit instant seulement. Julio, le temps pour nous de sortir avec vous sur cette actualité. J'aurais bien aimé réagir d'abord sur votre question. Allez-y. Voilà, sur le propos d'Yvan qui s'exclamait avec étonnement du fait que la santé organise les concours de la faculté de médecine et autres. Le concours de l'IAMO organisé par le ministère. Tout à fait. Du milieu et autres. Tout à fait. Donc, je peux, et non tout ça, et non par la fonction publique. Il faut noter que lorsque ces concours sont lancés et que les gens accèdent à ces écoles, ils ne sont pas encore des fonctionnaires. Tout à fait. La fonction publique entre en jeu lorsqu'ils deviennent des fonctionnaires. Donc, il serait également incongru de laisser la fonction publique organiser ces concours. Ça serait même un véritable désastre. Un corps comme les douanes et autres. Mais bon, c'est leur pays pour le moment, mais un jour ou l'autre, ça finira par s'arranger. Rien n'est éternel. Vous semblez rejoindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Maître Alice Comme, qui, en faisant son sport, en pratiquant son sport, a eu l'idée d'adresser un petit message de 2 minutes à l'actuel président de la République, Paul Biya, et même son système. On va essayer d'écouter cette vidéo de Maître Alice Comme. On reviendra derrière justement pour l'analyser et la commenter. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être un peuple d'opprimés par ceux-là même dont on attendait tout et à qui on a tout donné? Le premier cadeau, c'est le pouvoir qu'ils aiment plus que tout. Et le pouvoir depuis une quarantaine d'années. Je me souviens du 6 novembre 1982. On était tous derrière lui. Tous nos espoirs, on a déversé sur lui. Et aujourd'hui, à l'heure où viennent les adieux, il n'est pas capable de s'arrêter et de dire, mais au fond c'est vrai, qu'est-ce que je vais leur laisser? La guerre? Mais non, j'ai des enfants qui vont vivre avec eux. Le sang partout pour arroser les terres? Mais non. Nous sommes un pays qui a connu la révolution verte et qui croit au miracle de l'agriculture pour nourrir ses enfants. Cette agriculture, on ne l'arrose pas avec le sang des enfants. Monsieur le Président, Président Biya, Excellence, vraiment, à l'heure des adieux, parce qu'on le veuille ou non, vous et moi, nous sommes sur le départ. Arrêtons-nous. Arrêtons tout. Posons-nous les bonnes questions. Quel pays nous laissons? Que méritent les Camerounais? Nous devons réparer. Nous devons tout faire pour que les choses changent et que ce pays qui nous a tout donné, qui est le nôtre, qu'on le veuille ou pas, puisse être un paradis pour chacun et pour tous. Alice Comme qui a posé beaucoup de questions, Julio, et dont certainement les populations semblent avoir réponse.
Et quand vous regardez une telle vidéo, venant justement, je ne vais pas l'appeler matriarche, parce que visiblement, elle pète encore beaucoup de formes pour certains. On n'a pas l'impression qu'elle... Bon, de toutes les façons, on ne va pas commenter ça. Je vais faire cette job. C'est vrai, vous avez raison, c'est inélégant. C'est inélégant de commenter l'âge d'une dame. Voilà. Mais il ne faut pas se cacher voilà. que Maître Alinskom approche les 80 ans. Tout à fait. Donc, du elle coup, est encore très... Elle est très en forme, voilà. très en forme, et c'est impressionnant. Voilà. C'est très impressionnant. On ne va pas dire attirante. J'ai vu ma grand-mère, justement. J'ai vu ma grand-mère avant cet âge-là, 77, 78. Ouais. Mais là, elle est encore peigna. C'est ça qui est, elle est ça très peigna. Parce qu'à cet âge-là, ma ma grand-mère, malgré tout l'entretien, avait pété un câble. C'était... elle est très solide. Je suis impressionnant. Je pense même que avoir sa forme, elle peut légitimer la candidature de Paul Biya. Parce qu'on se dira, mais attendez, si une femme comme Maître Alice à 80 ans est aussi solide que ça, qu'est-ce qui fait que Paul Biya ne le serait pas à 92 ans? Mais Chantal Biaval a fini. Vous voyez bien que... Voilà, c'était une parenthèse. Non, elle est très solide. Elle est très solide. C'était une parenthèse. Elle a gardé sa pertinence absolue et c'est magnifique. Elle parle avec le cœur. Elle demande qu'ils s'arrêtent tous à l'âge des adultes. Qu'ils s'arrêtent tous. Qu'est-ce qu'ils veulent laisser au Cameroun? Quel Cameroun veut-il laisser aux Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais méritent? C'est des questions qu'on commence à se poser lorsqu'on a une conscience et qu'on atteint un certain âge. Parce qu'on n'a plus peur de rien, car son avenir n'étant plus devant. En fait, on a peur parce que l'avenir est abattu et donc devant. Une fois que l'avenir est derrière, vous ne devrez plus avoir peur de quelque chose. Tout à fait. Vous devenez un adulte, un sage, qui parle et qui pose des actes pour la postérité. Les chantiers sur lesquels on devrait en principe attendre voir Paul Biya aujourd'hui seraient des chantiers de rédaction des mémoires qui vont rester servir de guide à la postérité, des rédactions je ne sais pas. Paul Biya aujourd'hui est une véritable bibliothèque. Quelqu'un qui connaît beaucoup de secrets, qui connaît beaucoup de dossiers, qui connaît. J'espère qu'il est en train de les consigner quelque part. Parce que si il devait partir avec tout ça, la postérité pourrait avoir perdu quelque chose de grand. Donc c'est des chantiers sur lesquels on l'attend, ou qu'on devrait en principe l'attendre malheureusement. Peut-être qu'il est encore plus préoccupé par l'idée et l'esprit de garder le pouvoir, ou conserver le pouvoir, malheureusement peut-être. Yvan Menny, peut-être avec vous pour sortir, avant de rejoindre Julio pour son fait d'actualité, quand vous observez et regardez une telle vidéo, quel est votre ressenti en tant que jeune? Parce qu'on imagine, Paul Biya certainement, moi c'est mon grand-père, hein? C'est mon grand-père, oui, Paul Biya c'est mon grand-père. Arrière-grand-père, vous dites grand-père? Non, moi, bon, peut-être arrière-grand-père. Oui. Arrière-grand-père. 92 ans, 92 ans, c'est mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père même. Non, c'est mon arrière-grand-père. À 92 ans, quand même, on a tout vu. Et il y a des pays qui aujourd'hui ont près de 5 chefs d'État. C'est vrai qu'il peut être arrière-grand-père. Mais bien sûr, mon arrière-grand-mère décède à 102 ans. Justement. Je pense que c'est possible. Il faut dire qu'il y a certains pays sur le plan international qui ont connu 5 présidents depuis que Paul Biya est président du Cameroun. Donc Paul Biya les a tous connus en fait. Il y a des pays comme ça où tel président, mais il fait son mandat, Paul Biya l'a connu. Ensuite, ainsi de suite en fait. Donc Paul Biya, il a vu tellement d'événements, il a connu tellement de chefs d'État également. Paul Biya a connu Nelson Mandela, Paul Biya a connu Barack Obama. Paul Biya, c'est une bibliothèque vraiment en politique. On ne saurait se leurrer là-dessus. Mais la sortie également de Maître Alice, comme ça, revient également à la sortie de bon nombre d'hommes politiques, même sur le plan international. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que le pouvoir dans la vie. C'est ce qu'on devait retenir de la sortie de Maître Alice Kom. Il n'y a pas que le pouvoir dans la vie. Il y a autre chose. Oui, justement, à un moment donné, il faut laisser le pouvoir. Elle n'a pas tort lorsqu'elle s'exprime de cette manière. Et je le reprécise encore, le Cameroun est dans une phase où on a beaucoup plus des problèmes urgents. C'est ça le véritable souci en fait. Donc, l'insalubrité, le chômage à outrance, l'insécurité domestique. Donc, on a des problèmes encore basiques où il faut des hommes de terrain pour essayer de faire bouger les lignes. Or, fondamentalement, Paul Biya ne peut plus le faire. Il est suffisamment âgé. Non seulement il ne peut plus le faire, et même son système aussi ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où la moyenne d'âge, où le ministre le plus jeune n'a pas moins de 50 ans, au Cameroun. Donc on n'a pas de ministre de 30 ans, on n'a pas de ministre de 40 ans. Vous pensez que si par exemple on lance le plan national pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé, et qu'il faudrait que ces membres du gouvernement soient sur le terrain chaque fois, quel membre du gouvernement le fera? C'est ça le véritable souci. Maître Alice Kom, elle a parfaitement raison dans sa sortie. Fondamentalement, dans la vie, il n'y a pas que le pouvoir. C'est ce qu'on devait retenir. Merci Yvan Menny, tout en rappelant qu'il y a encore une autre fumée blanche qui sera tout simplement et certainement servie
aux populations de Mbankomo. Hein, ça sera en après-midi avec l'inauguration justement de cette usine de transformation du cacao. Les prix de 5 000 qu'on nous a certainement donné de croire ou semble ne pas être la réalité sur le terrain. Vous aurez la quintessence de cette information dans notre journal de ce 19h30. Julio Axel Job avec vous, votre fait d'actualité de ce matin. Oui, Romaric, c'est encore un fait de société. Il s'agit de l'histoire d'une jeune dame qui a son petit ami qui est encore étudiant. Elle-même, il faut le dire, elle dit qu'elle a 24 ans et elle a un bac, titulaire d'un bac, un baccalauréat. Ah. Mais vu les contraintes de la vie, le coût de la vie est devenu trop cher, elle a dû accepter un travail de nounou chez un monsieur. Et elle y vit, hein, elle y vit. Donc elle garde ses 2 filles parce que le monsieur a perdu son épouse. Il se trouve qu'elle dit que le monsieur est gentil, il est très humain. Il lui arrive parfois, quand ils vont à des cérémonies, parce qu'il accompagne des cérémonies, certaines cérémonies, quand les enfants doivent y être, il lui achète de très beaux vêtements et il lui arrive également de la présenter comme sa fiancée alors qu'elle n'est que nounou. Donc, situation qui l'a intriguée. Elle dit qu'un soir, il leur est arrivé de commettre le pire et que depuis ce jour, le monsieur est resté hyper silencieux, qu'il s'est même excusé de l'avoir fait. Mais que récemment, il est revenu à la charge lui disant qu'il veut l'épouser pour qu'ils aillent vivre au Canada, malgré le fait qu'il sait qu'elle a son petit ami. Mais la fille dit qu'elle n'aime pas le monsieur, hein. Elle lui trouve juste beaucoup de sympathie, mais qu'elle ne l'aime pas. Elle aime son petit ami qui est étudiant, malgré le fait qu'elle est couchée avec son patron. Mais il y a le Canada qui est en jeu et que c'est une meilleure opportunité de vie pour elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà sa question. Yvan Mili, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous avez écouté cette histoire, hein, plus besoin de faire une synthèse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Une très mauvaise femme d'ailleurs. Comment vous avez votre petite amie, vous partez quand même coucher avec votre patron. Ça peut arriver. Non seulement ça pose problème. Mais ça pose problème. Oui, mais ça peut arriver, non? C'est extrêmement grave. Le problème, il est où? Où est passée la fidélité aujourd'hui? Où est passée la fidélité? Est-ce qu'ils sont mariés là? Oh non, et c'est ça dont le véritable souci. La fidélité ne s'applique pas dans le foyer. La fidélité c'est d'abord un principe de vie. C'est pas parce que vous êtes dans le foyer que vous allez donc décider d'être désormais infidèle. La fidélité vous concerne d'abord, vous propre d'abord à vous-même, hormis du fait que vous ne soyez pas marié ou quoi que ce soit. On ne se marie pas avant d'être fidèle. Si vous étiez infidèle avant le mariage, ce n'est pas l'arrivée d'un autre partenaire qui viendra changer vos habitudes scabreuses. Ce n'est pas pour rien que vous voyez tellement d'hommes mariés sont suffisamment infidèles ici dehors. Parce qu'avant de se marier, ils étaient d'abord à la base infidèles. Et plus tard, ils construisent juste dans ce même carcan. Le mariage, c'est juste pour cacher ce qui se passe derrière. Donc, je le dis froidement, c'est d'abord une très mauvaise femme. Et c'est une femme qui a le gros cœur. Vous faites comment pour entreprendre des relations sexuelles avec votre patron? Ça veut donc dire que vous aviez le summum. Et si elle va au Canada, ça sera encore pire, puisque ça sera toujours dans la même continuité. Étant au Canada, elle va abandonner même son patron. Là où elle va travailler, elle fera également pareil. C'est ce type de femme que lorsque vous les amenez au Canada, elles arrivent au Canada, elles vous abandonnent pour prendre un autre homme. Donc modestement, ma position c'est que c'est une femme à la moralité douteuse. Une femme à la moralité douteuse, certainement. Julio Axel Job lui a proposé quelques solutions, quelques pistes justement de solutions pour sortir, n'est-ce pas, de ce gouffre-là. Elle aime son jeune étudiant petit ami. De l'autre côté, l'offre pour le Canada est à sa portée. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Julio? Je lui ai juste posé une question. Hein. Je lui ai demandé si elle a trouvé ou l'a tiré du plaisir sexuel pendant leur acte, pendant l'acte, si elle avait éprouvé du plaisir. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a dit qu'elle avait éprouvé un peu de plaisir quand même. Je lui ai dit, ben, écoutez, ça veut dire quoi éprouver du plaisir? L'amour, ça peut arriver avec... Ça veut dire quoi éprouver du plaisir? Si elle a aimé l'acte. On aime comment? Non, il y a croyez-moi, ça, on ne va pas se mentir. Il y a, malheureusement, comme Yvan le dit, pour ceux qui se livrent aux pratiques sexuelles régulièrement avec plusieurs partenaires, il y a des moments où vous n'aimez pas du tout, vous n'appréciez pas ce qui s'est passé. Et c'est pareil pour la femme aussi. Hein. Il y a des femmes qui n'apprécient pas un rapport sexuel après l'avoir fait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu véritablement de plaisir, il n'y avait pas de chimiotactisme positif, il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait pas... C'était dégueulasse, comme on dit au quartier. D'accord. Et là, du coup, vous commencez à vous dire, mais pourquoi je me suis donné tant de mal et tout le reste. Je lui ai dit si elle a éprouvé ce sentiment de déception après. Elle m'a dit non. Ça veut dire qu'elle a aimé ou qu'elle a moyennement aimé. Donc, du coup, si c'est le cas, je pense qu'elle peut, avec le temps, développer des sentiments pour le monsieur.
est pas juste d'un mauvais pied. Un homme qui a perdu sa femme avec 2 enfants, c'est jamais facile à gérer. Ça aussi, il faut le noter. Mais elle précise que ses enfants l'aiment beaucoup parce qu'elle est devenue comme une seconde mère pour elle. Et pour moi, je pense que pour le monsieur, peut-être que c'est son ange que Dieu a envoyé pour remplacer sa femme. Donc, s'il veut l'épouser parce qu'il pense qu'il peut l'aimer, ça serait nettement mieux. Mais je pense que dans son cas, il veut l'épouser parce qu'il y a une certaine proximité avec les enfants. Peu importe. La fille, les conditions de la vie sont là, elles sont bien réelles. Même si vous savez que je condamne ces pratiques-là, les femmes qui comptent sur les hommes pour se relancer dans la société, je condamne, mais je dis et je maintiens, il y a un certain réalisme, il y a une certaine réalité qui nous impose parfois de prendre des choix, de faire des choix objectifs. Entre son étudiant qui a 27 ans, encore qu'à 27 ans, en principe, on ne devrait plus être étudiant. Je ne juge pas, je ne le juge pas, mais absolument pas. Je dis juste qu'à cet âge-là, si un homme ne peut pas déjà vous garantir une petite sécurité, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est que c'est dangereux. Oui, c'est qu'il y a un sérieux problème. Oui. Je vous rappelle quand même que sur cette table, chacun de nous a commencé à travailler au moins à 22 ans. Yvan, je pense qu'il a commencé un peu plus tôt. Peut-être Romaric aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est des extraterrestres, mais je veux dire qu'à 27 ans, lorsque vous êtes encore sur les bancs, c'est véritablement un problème. Donc, elle n'a pas à rester accrochée à un amour au nom de ce qu'on la traiterait de matérialiste ou de quoi que ce soit. Si elle pense qu'elle peut doubler des sentiments pour le monsieur et l'aimer plus tard, moi je pense qu'elle devrait accepter son offre. Qu'elle ne mette même pas l'option du Canada devant. Qu'elle mette l'option de bâtir une vie. À 24 ans, lorsqu'on est une femme, on doit bâtir une vie. Et c'est parce qu'on doit bâtir une vie que le Cameroun, à travers son gouvernement actuel, veut certainement lutter contre la vie chère. Mais sauf que certainement, il s'y prend très mal. Excusez la répétition, l'instrumentalisation des étudiants à travers la commercialisation justement du 50 kg de riz, le riz Big Joe à 15 000 francs CFA. Le ministre du Commerce veut faire plaisir à tous les étudiants de l'université de Yaoundé 1, encore de la fumée blanche. Yvan Mbeni, on en parle après la transition. Retour sur le plateau. On le disait tout à l'heure, bien sûr, l'instrumentalisation de ces jeunes étudiants. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Marga Atangana, qui a donc adressé une correspondance au recteur de l'Université de Yaoundé 1. Yvan Mbeni, la quintessence de ces informations se retrouve dans votre stylo. On fait la télé-réalité. En fait, on revient ce matin. Ce matin, on revient avec cette actualité relative avec la sortie du ministère du Commerce qui, dans la continuité de l'opération lutte contre la vie chère, annonce que cette fois-ci, il y aura une descente du côté de l'université de Ngouaïkele. Il invite les responsables de cette université à prendre toutes les conditions pour que dans les prochains jours, on assiste également à une vente promotionnelle de quelques produits de grande consommation dans cette partie. Il a également précisé que l'attention sera portée à l'endroit de ce riz qui est commercialisé à 15 000 francs à CFA pour un sac de 50 kg et que pour les oléagineux seront commercialisés à hauteur de 1350 voire 1400 francs CFA, mais que exclusivement pour ce qui concerne la marque Diamayor sans publicité, elle sera commercialisée à près de 1250 francs CFA. Ce qui nous inquiète ce matin, c'est que ça arrive dans un contexte particulier. On se demande bien, ces étudiants, où prendront-ils de l'argent pour acheter ces produits? Parce que nous sommes dans un pays où les étudiants n'ont pas de bourse alimentaire. Nous sommes dans un pays où la vie chère impacte et asphyxie également ces étudiants. Et pour sortir également, ça arrive dans un contexte où on note une incongruité dans la sortie du ministère du Commerce parce qu'il avait instruit que les prix des oléagineux soient hiérarchisés à 1100 francs CFA. Le même ministre revient encore aujourd'hui pour nous dire que cette vente promotionnelle, les oléagineux seront commercialisés à 1400 francs. Or, en amont, il avait dit que
les oléagineux sont commercialisés à 1100 francs CFA. Oui, c'est à finalement, travers... Finalement, je vois quoi en fait? C'est toute la question, il va mener, tout en rappelant que ces informations sont contenues dans cette correspondance que nous voyons à l'écran. La correspondance numéro 0046 /1000commerce/CAB. Le ministre donc qui s'adresse à monsieur le recteur de l'université de Yaoundé 1 avec pour objet la campagne de vente promotionnelle des produits de grande consommation. Monsieur le recteur, afin de permettre aux étudiants ainsi qu'au personnel, toutes catégories confondues de votre institution universitaire de tirer pleinement avantage de la campagne promotionnelle de vente des produits de grande consommation qui se déroule en ce moment, j'ai l'honneur de proposer, si vous en avez convenance, l'organisation d'une journée dédiée au sein du campus de l'université de Yaoundé 1 à une date la plus rapprochée possible afin de garantir le bon déroulement de cette opération. Il serait souhaitable que vos services compétents procèdent en amont à la collecte des besoins des personnes intéressées et que la liste correspondante me soit transmise dans les brefs délais. Je rappelle à toute fin utile que les principaux produits en vedette, sans que cette énumération ne soit exhaustive, sont essentiellement le riz 100% de brisure qui est commercialisé au prix super promotionnel de 15 000 francs CFA pour un conditionnement de 50 kg, l'huile de palme raffinée vendue à un prix compris entre 1350 et 1400 francs CFA le litre en fonction de la marque. Et il va amener, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'huile Diamaor cédée au prix exceptionnel de 1250 francs CFA par litre. Je reste donc dans l'attente de votre réaction et vous prie d'agréer, monsieur le recteur d'assurance, de ma parfaite considération. C'est donc signé Luc Magloire Mbarga Tangana qui a donc transmis une copie au ministre au Mineta et même au ministère des enseignements supérieurs. Voilà, je voulais dire au ministre d'État, ministre des enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famé Dongo Julio, Axel Job. Commentaire lorsque vous écoutez ce communiqué signé Luc Magloire Mbarga Tangana. J'ai l'impression que le spectacle la dernière fois n'est pas assez satisfaisant pour le ministre. Il voudrait plus de foule. Et où on trouve la foule aujourd'hui? À l'université. Tout à fait. Donc du coup, j'ai l'impression que humilier toutes ces personnes-là n'a pas été suffisant. Il y a qu'on peut faire simplement plusieurs points de vente. Écoutez même d'abord le nom du Big Joe. Big Joe. Vous sentez que c'est un gros n'importe quoi, ce qu'il y a dans l'emballage. Mais on ne fera pas le procès d'un riz qu'on n'a pas encore consommé et qu'on ne consommera jamais. Ça, il faut le noter. Je voudrais quand même dire que moi, je croyais que le spectacle assez hideux la semaine dernière avait été suffisant pour que le ministre se ravisât. Mais je me rends compte qu'il est dans la récidive. Et donc, peut-être que plus de rang, plus d'alignement lui ferait encore plus plaisir. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai l'impression que ces gens-là tiraient leur souffle, leur puissance, leur satisfaction dans la souffrance des Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, on a la preuve. Parce que après ce qu'on a vu, l'image qu'on a vendue, l'image du Cameroun qu'on a projetée à l'extérieur il y a quelques jours, et que cette fois-ci, c'est vers les universités qu'on se rentre, ou dans les universités, où il y a davantage de personnes, où il y a plus de jeunes, et qu'on veut encore offrir un autre spectacle pareil au monde entier, je me pose des bonnes questions. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'il leur faut même pour tirer une sorte d'énergie? Je convoque ici la dimension métaphysique, c'est suffisamment grave pour le penser. Quelle est la stratégie qui est pensée pour mettre en œuvre ce qui est indiqué dans ce communiqué? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on va leur donner aux étudiants droit à plusieurs points de vente pour qu'ils ne se ridiculisent pas en formant des rangs de 3 h du matin à 21 h du soir? C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'on organise encore là un spectacle pour humilier les jeunes Camerounais? Tant de questions que je me pose, Romaric, et malheureusement, je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse, certainement la réponse viendra tout à l'heure. Permettez, on va vous cuisiner, Julio Axel Job, vous allez nous dire effectivement le fond de votre pensée relativement à cette note. Yvan Méné, vous avez apporté ce sujet ce matin, c'est une inquiétude visible. Aujourd'hui, le ministre veut pénétrer l'écosystème, n'est-ce pas, universitaire de notre pays, parce qu'ils savent effectivement, ils connaissent les enjeux qui s'y trouvent. Comment vous avez accueilli ce genre de communiqué-là? Déjà, je ne sais pas si le ministre du Commerce est désormais commerçant. Non, parce que tout porte à croire que le ministre désormais veut se substituer en commerçant. Comment on prend... économique. Oui, justement, on ne sait pas s'il est homme d'affaires, s'il est commerçant, on ne sait pas s'il est même sérieux dans ces différentes
publication, parce qu'il faut le dire, au Cameroun, ils sont 3 ministres ici qui font des communiqués constamment. Il y a le docteur Manaouna Manaché du ministère de la Santé, il y a Paul Atangandji et aussi le ministère du Commerce. Ils font des communiqués constamment. Et je me demande si à un moment donné, ces membres du gouvernement mesurent même la conformité avec la succession de la publication de ces communiqués. Je vous dis que le ministère du Commerce a annoncé à tous les Camerounais que désormais on commercialise les oléagineux à 1100 francs CFA. C'est connu de tous. Maintenant, il dit aujourd'hui, dans un communiqué où il dit qu'on doit commercialiser maintenant à 1350 et 1400. Donc, vous êtes membre du gouvernement, vous prenez une mesure. Vous ne vous rassurez pas que cette mesure soit effective, que cette mesure soit implémentée dans tous les arrondissements du Cameroun. Vous venez maintenant sur les étudiants qui sont très pauvres d'ailleurs, pour dire qu'ils doivent payer les oléagineux. Que vous, le ministre, vous avez dit qu'ils sont désormais commercialisés à 1100 francs CFA et que ces populations-là, ces étudiants-là doivent payer ces oléagineux à 1300 voire 1400. Je pense que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'abîme du siècle en fait. C'est ça, c'est ce que le Cameroun est en train de vivre. Oui, parce que, regardez même quand Julio a parlé de la marque Big Joe, moi je vais aller plus loin. Comment comprendre que le Pakistan aide le Cameroun avec le riz? Donc quand vous répondez à cette question, vous comprenez pourquoi à Yaoundé il y a la poubelle partout. Le Cameroun est en train de vivre ce qu'on appelle l'abîme du temps. Le Pakistan, parce qu'il faut le dire, ce riz provient du Pakistan. Le Cameroun qui a aidé les puissances comme la Chine, le Japon, le Cameroun qui était une grande puissance sur le plan international, le Cameroun qui a connu ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire à une certaine époque. Aujourd'hui, les pays comme le Pakistan peuvent quand même signer des partenariats avec le ministère du Commerce et on vient quand même pour commercialiser ce riz au point où tout un délégué du commerce pour la région du centre, il vient quand même nous dire que c'est un riz de qualité. Il est venu, il a dit ça à Mondo Vision que c'était un riz de très bonne qualité. Le gouvernement a eu à subventionner. Nous appelons massivement les Camerounais à venir acheter ce riz. Donc, vous voyez le niveau, vous voyez le sous-développement dans lequel nous sommes plongés dans ce pays. Pourtant, les solutions sont possibles. On se sera attendu à ce que le ministre du Commerce nous annonce qu'il va aller à Ngoïkele pour subventionner les projets des étudiants qui sont en rapport avec l'import. Substitution, tout simplement. Vous-même, logiquement, lorsque vous entendez qu'on commercialise 50 kg de riz à 15 000 francs CFA, un riz en quoi, à l'occurrence, importé, c'est clair que les Camerounais vont douter de la qualité. Je ne suis même pas sûr que le même délégué du commerce qui vient nous expliquer comment c'est un riz de qualité, je ne sais même pas si lui-même là, il a eu à manger, à consommer ce riz-là. Parce que c'est ça le véritable souci au Cameroun. Hein. Vous avez des membres du gouvernement qui viennent faire des publicités hautes. Or, si on veut mener des enquêtes profondes, vous vous rendez compte qu'ils ne consomment même pas ces produits-là qui viennent commercialiser à tout moment. Enquête profonde pour la Moldavie peut nous en livrer, qu'on multiplie ce type de partenariat pour qu'on ait une abondance de riz sur le marché, baissant ainsi les coûts. Donc que l'offre soit supérieure à la demande. C'est justement ce que je voulais demander. L'offre et la demande. Donc finalement, on se rend compte que c'est possible. C'est possible de commercialiser. Il faut beaucoup de riz. Il faut aussi beaucoup de bouteilles de diamant. Pakistan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan. Voir si ces pays peuvent nous fournir un riz. Ces pays qui ne sont même pas à côté en principe du niveau du Cameroun. Mais s'ils peuvent nous fournir du riz, tant mieux. On va là-bas s'approvisionner, on crée des situations qui soient telles que l'offre se positionne au-dessus de la demande, réduisant les coûts sur le marché. Qu'il en soit de même pour peut-être l'huile, qu'on ramène de l'huile pour les étudiants ou pour tout le monde à 1000 francs CFA, 1100 francs. C'est des bonnes politiques. Il faut juste bien les penser pour qu'il n'y ait pas trop fuite de devises. Et pour le faire, c'est que pendant qu'on importe autant de riz, qu'on s'arrange à exporter une autre matière dans les mêmes quantités. Sinon, on est foutu sur le marché international. Tout à fait. Yvan Meni, pourquoi est-ce qu'on ne rend pas réglementaire, j'ai failli dire, pourquoi on ne normalise pas, pourquoi on ne rend pas constant, pourquoi on n'homologue pas les prix des denrées citées dans ce communiqué pour le bonheur et la portée de tous les Camerounais? Est-ce que c'est un manque de volonté finalement? C'est un manque de volonté tout simplement, puisque la solution, elle est très simple. On va tout simplement rencontrer tous les acteurs de la filière riz au Cameroun et ils vont tout simplement présenter les difficultés
qu'il rencontre de plus en plus dans la production locale et on subventionne. Tout simplement, le tout-puissant a baigné le Cameroun avec la révolution verte qu'on avait écouté Maître Alice Com. Le Cameroun, c'est le seul pays dans le monde entier où on cultive dans toutes les 10 régions du pays. Il n'y a aucun pays dans le monde entier comme ça, où on cultive dans toutes les 10 régions du Cameroun. Vous allez à Maroua, il y a le champ. Vous allez à Yaoundé, il y a le champ. Vous allez à Douala, il y a le champ. Vous allez à Bafoussam, il y a le champ. Il n'y a aucun pays comme ça dans le monde entier. Allez même au Tchad qui est à côté de nous, il y a des endroits où il fait extrêmement chaud, on ne peut pas cultiver. Allez dans d'autres pays, c'est la pluie chaque jour et autre en fait. Si nous voyons les choses comme ça, qu'est-ce qui se cache alors derrière justement ce genre de communiqué? Depuis quelques jours, c'était d'abord à la Mofou et à Famba. Aujourd'hui, c'est dans l'université, au sein de l'université Yaoundé 1. Et ils vont vendre dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se cache alors derrière? Est-ce que c'est déjà la campagne électorale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Qu'est-ce qui se cache derrière de telles mesures? C'est déjà le RDPC est déjà en campagne, mais sauf que la méthode est biaisée. Elle est biaisée pourquoi? Parce qu'elle vient de plus en plus pour affliger les souffrances des Camerounais. Vous pensez qu'un Camerounais qui est vraiment convaincu de ses convictions, il va quand même aller s'aligner de 6h jusqu'à 23h pour acheter un sac de riz à 15 000 francs CFA, encore un riz importé. C'est même ça le paradoxe en fait. Pourtant, avec ce même argent, puisque eux-mêmes ils disent qu'ils ont subventionné, ça veut donc dire qu'ils peuvent également subventionner la production locale. C'est ce que le ministère du Commerce dit, que cette vente promotionnelle a été subventionnée par le gouvernement camerounais. C'est ce qu'ils le disent. Ça veut donc dire qu'également au Cameroun, on peut subventionner l'agriculture du maïs, on peut subventionner l'agriculture du haricot. Du maïs, bien sûr, ça veut donc dire qu'il y a l'argent pour ça. Ça veut donc dire qu'on n'a pas un problème d'argent pour davantage implémenter de meilleures réformes agraires dans le pays. Donc, voyez-vous, un ministre qui lui-même est dépassé par les événements. C'est l'ami de quelqu'un. Hein. C'est parce qu'il ne compte sur, il ne comprend rien. Donc du coup, il est dépassé par les événements. Depuis 20 ans, il manage ce ministère. Oui, vous estimez qu'il ne comprend rien? Sur la base de quoi il le manage, c'est toute la question. Comment est-il arrivé là? Quand vous connaissez le background de l'homme, vous comprenez tout de suite pourquoi il ne comprend pas grand-chose. Dites-nous pourquoi il ne comprend pas. Non, enfin, peut-être que la pratique de la chose au cours des 20 ans aurait pu permettre justement qu'il finisse par comprendre quelque chose, mais au fond, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas matière. Maintenant, pour revenir à la question posée, si j'acquiesçais ce qu'a dit Yvan, oui, il y a un sérieux problème au niveau de l'incohérence de ce ministre. Un jour, il vous dit qu'il va homologuer les prix à 1150, je ne sais pas toi combien. Après, il vous dit que non, après, il va les homologuer à 1300. Un ministre versatile. Il vous dit, très versatile. Il vous dit que l'actuel riz Big Joe qu'on vend est subventionné. C'est pourquoi quand il parle de Big Joe, vous riez. Écoutez d'abord le nom du riz Big Joe. Il ne donne même pas envie de manger. Ça vous montre à quel point les Camerounais souffrent. Parce que je ne sais pas comment ils peuvent me lever de chez moi pour acheter un riz qu'on appelle Big Joe. Big Joe. C'est la marque qu'ils ont. C'est la marque. Je accepte. Les Pakistanais ont appelé ce riz Big Joe. Parce que vous voulez me dire. Où on se moque de qui dans ce pays? Il faut dire que c'est couleur unique, couleur rouge. La couleur du sac. Où on se moque de qui dans ce pays, je ne sais pas. Donc on veut me dire que le riz a quitté le Pakistan avec le nom Big Joe. Il est arrivé au Cameroun dans un sac rouge. Non, il faut qu'on arrête, Yvan. Je suis presque sûr que c'est un riz reformé. Ayez que j'ai mes réserves là-dessus. Je suis presque sûr que ce riz n'a pas été subventionné. Je suis presque sûr que c'est un bon débarras qu'on essaie simplement d'évacuer chez les populations, espérons juste que ce riz ne crée pas un problème de santé publique dans les jours qui arrivent. Tout à fait. Parce que c'est dans ce sens-là. C'est une question aussi très fondamentale. Nous devons commencer à les analyser problèmes de santé publique, justement. Après sa consommation. Dans un pays assez sérieux. Parce que si rien ne nous fait comprendre que les normes et qualités sont passées par là. Absolument rien. Voilà. Absolument rien. Absolument rien. C'est peut-être à nous les journalistes aujourd'hui de contacter certains laboratoires pour voir comment on peut faire analyser ce riz dans l'immédiat, pour savoir si effectivement il respecte au moins minimalement les normes. Pour l'analyser, il faut la voir. Bon, c'est une autre question. Peut-être qu'il faut identifier un voisin qui l'a acheté. Parce que je vous dis, même pour blaguer, je ne peux pas acheter ce riz. Même pour les expérimentations au laboratoire, impossible. Un riz qui s'appelle Big Joe. Je vous avais dit que je fais des fixations sur les petites choses. Non, soyons un peu sérieux. Non, il est clair que ce riz a quelque chose qu'on... Il y a un truc qui n'est pas... Il ne peut pas y avoir subvention sur ce riz. Bon, ok, que le ministre nous donne le montant de la subvention. Peut-être qu'il faut qu'on lui demande une interview.
Et je pense que c'est une idée formidable. Hein. Le montant de la subvention, nous donnera en tout les cas traces de la subvention voilà. et comment le riz a transité jusqu'au Cameroun pour qu'on soit sûr de la qualité du riz qui est consommé. C'est comme ça que les Camerounais doivent se comporter aujourd'hui. Tout à fait. Malgré notre misère, il faut qu'on s'assure au moins que ce qu'on consomme ne représente pas un cas de santé publique pour les jours qui arrivent. Vous permettez, hein, on reviendra tout à l'heure pour sortir peut-être 2 ou 3 minutes de ce sujet. On va... Ah ouais, obligation commerciale. Voilà, obligation commerciale. On va marquer un temps d'arrêt et dérouler le tapis rouge. À la publicité. À tout de suite. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dont de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaymassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41. Les populations camerounaises ne connaissent plus le vrai nom du stade olympique. On ne sait plus si
s'agit encore d'un complexe. On ne sait plus s'il y a la piscine olympique qui a été annoncée. On ne sait plus si l'hôtel également 5 étoiles a été construit de ce côté-là. C'est un véritable problème aujourd'hui en Afrique. Dans certains pays, d'aucuns utilisent ces stades pour la célébration des événements, des mariages et autres. Mais sauf que même plutôt, on ne vient pas pour faire les bilans aux populations camerounaises. Il faut le préciser, c'est avec l'argent du contribuable dans ces pays qu'on construit ces stades. Donc, en fin d'année, ces ministères doivent venir faire le bilan devant les populations parce que c'est l'argent également du peuple. Ils doivent dire, voici les recettes qui sont entrées dans ce stade durant cette période. Voici le nombre d'événements que nous avons reçus. Nous avons reçu le concert de tel artiste et autres. Mais il n'y a réellement pas de transparence à ce niveau. Pourtant, c'est un levier de développement. Économique, tout à fait. Et même au niveau même des recrutements. On n'a jamais vu une offre d'emploi dans ces stades. On ne sait pas comment les recrutements s'y passent. Mais quand vous y rendez, il y a quand même les employés qui y travaillent. On n'a jamais vu comment le stade Olympique, mais puisqu'il y a tout un directeur de stade. C'est une entreprise en fait. Le stade, c'est toute une entreprise. Il y a un directeur du stade Olympique, directeur du stade de Kwekon, directeur du stade également en Côte d'Ivoire. Mais sauf que même à ce niveau, il n'y a réellement pas de transparence. On ne connaît pas comment se passent les recrutements à ce niveau-là. Pourtant, on peut également employer même certains Africains également qui travaillent à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a le désordre à ce niveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en même temps, ça suscite de plus en plus de l'émoi dans le quotidien des populations africaines. Parce que lorsqu'on voit l'argent qui est dépensé au niveau des infrastructures, je vous assure qu'on peut utiliser même ces sommes d'argent pour davantage avoir de l'eau potable, avoir les écoles et autres. En fait, n'oublions pas que si le sport était un levier primaire de développement, je pense que le Brésil devait être au-dessus des États-Unis. Le sport a sa place, mais à côté du sport, on devrait également prioriser d'autres secteurs. Julien Arcel Job, il y a effectivement que l'entretien de ces stades peuvent, n'est-ce pas, ou alors peut contribuer à participer, n'est-ce pas, au développement économique local d'un pays, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez l'impression que celui-ci est pris en compte? Je veux parler de cet élément que nous mettons sur la table, amener quand même les aires de jeu à participer à l'économie d'un pays. Tout à fait. Alors, pour être beaucoup plus technique, parce que c'est une rubrique que je suis censé animer en apportant plus de précision. Tout à fait. Je rappelle que on parle de 6 stades, 2 rénovés, si mes souvenirs sont bons, Abidjan et Yamoussoukro, 4 nouveaux stades construits. Vous allez voir où je veux en venir. Et Pimbe, San Pedro, Korogo et un dernier que je semble oublier. Je vais certainement m'en souvenir. Ce que j'essaie de montrer ici ou mettre en exergue, c'est que l'argent qu'il faut pour construire un stade suffit naturellement pour alimenter une ville entière en eau potable. Je ne sais pas, il n'arrive pas qu'on fasse ces calculs-là. Il faut moins d'argent pour alimenter une ville entière en eau potable qu'il en faut pour construire un stade. Tout à fait. Ça, c'est dans des pays où la facturation est normale. Dans un pays où la facturation est complètement anormale comme au Cameroun, l'argent destiné à la construction d'un stade peut naturellement équiper le Cameroun en route par ville et suffisamment. C'est des détails qu'on ne donne pas aux gens. Vous savez que, par exemple, au Cameroun, on facturait un sac de ciment à 16 500 sur ce chantier-là, ce qui était une véritable tragédie. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire au moins a le mérite qu'après ces compétitions-là, les stades presque tout entiers ont continué à servir d'accueil de compétition. Vous savez que le Bénin est le grand client de la Côte d'Ivoire. L'essentiel des matchs du Bénin se joue en Côte d'Ivoire. On sait également que leur match Elite 1, leur Première Ligue se joue essentiellement sur les stades construits à l'occasion. Vous avez certainement eu l'occasion, le plaisir, le bonheur de regarder le championnat ivoirien. C'est de belles images. C'était sans y être, nous étions au Cameroun. C'est de belles images, sans y être, de belles images sur de beaux stades. Et ça renvoie quand même l'idée d'un pays qui veut aller vers le développement. Au Cameroun, parce que l'entretien d'un stade, ça coûte cher, malheureusement. C'est un type d'investissement qui demande un autre type de gestion. Pour nous ramener au Cameroun, en principe, ce n'est pas l'OMIES qui devrait gérer les stades, parce que l'OMIES ne fait pas du chiffre. Il faut les confier aux particuliers, et chaque stade sont particuliers avec une stratégie qui lui est propre. C'est la stratégie que la Côte d'Ivoire essaye d'envisager, et je pense qu'elle sera porteuse. Il faut néanmoins revenir sur l'aspect beaucoup ou trop de dépenses qu'on consacre à ces infrastructures pendant les compétitions, et surtout avant d'y aller, mesurer ou en mesurer le gain. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'engager tout un pays dans la construction instantanée ou simultanée de 4 à 5 stades au même moment? C'est des questions qu'il faudra bien se poser dans l'avenir pour les pays africains qui sont encore, ma foi, extrêmement pauvres. Peut-être pas comme le Cameroun, mais naturellement, on se pose la question relativement à l'entretien de ces différents stades-là. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui n'est certainement pas
du ressort de l'ONIES, mais qui aujourd'hui fonctionne comme ça. L'ONIES qui a la lourde responsabilité de prendre soin de ces stages à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Voilà, ça il faut le dire, Julien Arsédian. Ça coûte cher l'entretien d'un stade. Après un match, rien que les coûts de nettoyage d'un stade peuvent avoisiner plusieurs millions de francs CFA, il faut le noter. Nettoyer un stade après un match, ça coûte extrêmement cher. Entre les dégâts, je veux dire les dégâts causés par les téléspectateurs, entre les marchandises, les déchets de marchandises, entre les fils tirés ici et là, c'est tout ça que j'appelle nettoyage. Après un match, ça coûte extrêmement cher de remettre en place tout le dispositif, extrêmement cher. Yvan Meni, face à une telle situation, est-ce que finalement l'harmonisation des missions de chacun, n'est-ce pas, en charge des questions de stade, par exemple, je prends le cas du Cameroun, est-ce que l'amélioration, est-ce qu'on peut envisager justement un tel élément, c'est-à-dire permettre à tel organe de savoir, voilà ce que tu as appelé à faire et que chacun fasse effectivement son travail sans qu'il y ait des pédales mêlées. Mais si, je le reprécise encore, nous sommes dans un contexte où si les membres du gouvernement étaient préoccupés par leur cahier de charges primaire, on ne devrait pas assister à ce stade-là. Nous sommes dans un pays où on pratique encore l'éducation physique et sportive sur la terre rouge. Vous pensez que si c'était une préoccupation majeure pour le ministère des Sports et de l'éducation physique, on ne devrait pas assister à ces dérives-là. C'est ça le comble en fait. Rouge. Il doit être là pour dire que non, c'est pas normal. Je suis ministre des Sports, il faut que cette situation change. Il faut qu'on construise les stades pour la pratique du sport beaucoup plus sophistiqués. Et ça permettrait également de développer les talents jeunes dans les écoles primaires, les universités et autres en fait. On assiste à quoi? À un désordre total. Donc c'est ça le véritable souci. On ne peut pas être dans un pays où on pratique encore le sport sur la terre rouge et penser que l'entretien des stades sera une effectivité ou encore une réalité au Cameroun. Donc c'est tout un problème de gouvernance tout simplement. Un problème de gouvernance, Julio. Est-ce que quelquefois aussi ce problème ne vise pas à créer une certaine, je veux dire, un climat très délétère entre les instances, n'est-ce pas, en charge de la gestion de ces stades-là? Yvan Meni le mettait encore sur la table, le ministère des Sports, qui parfois laisse son couloir pour se mêler à celui de la Fédération camerounaise de football, l'ONIES de l'autre côté, ça va dans tous les sens. Cet entrechoc-là, est-ce que ce n'est pas le résultat de cette mauvaise organisation institutionnelle? Mauvaise organisation institutionnelle, oui, il y en a une. Permettez-moi juste de faire un petit crochet avant de revenir à la question fondamentale. J'espère que le temps vous permettra. Figurez-vous que je vis sur la toile une situation assez compliquée ces jours-ci. Quand je dis que nous vivons depuis la nomination de Rigobert Song, la tête de la sélection A, la Centrafrique. On a vu la contestation, Yvan le disait d'ailleurs sur ce plateau hier, avant même de partir, qui avait que le président de la fédération centrafricaine contestait cette nomination et il avait parfaitement raison. On a vu la note qu'il a produite après. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir des mêmes personnes qui nous disaient au Cameroun, quand on a nommé Marc Brice, l'imposant à Samuel Eto'o, qu'il devait l'accepter parce que l'État était fort, parce que l'État avait domination sur à peu près toutes les instances, les institutions, malgré l'indépendance, malgré les conventions internationales. J'ai vu des personnes nous expliquer sur la toile combien Samuel Eto'o était en erreur d'essayer de contester qu'on lui impose un coach, un sélectionneur. Ces mêmes personnes se réjouissent du rejet de Rigobert Song-Bahanac par le président de la Fédération centrafricaine de football. C'est-à-dire, il y a un problème d'incohérence dans ce pays, Romary, qui m'inquiète. Donc, vous
Un groupe électrogène pour pallier aux interminables coupures d'électricité, estimons à 1 million multiplié par les 29 arrondissements, soit 29 millions pour toute la région du Sud. Que vous manque-t-il si ce n'est la simple bonne volonté de servir dignement vos concitoyens? Nous concluons que cette dépravation du service public est une recommandation hiérarchique car il vous faut moins de 50 millions, le prix d'une voiture de service pour résoudre définitivement ces griffes dénoncées plus haut, soit 29 millions pour 29 groupes électrogènes et 7 250 000 pour les 29 desktop complets plus imprimantes dans les secrétariats. Nous pouvons même ajouter 29 motos de liaison à 13 50 000 francs CFA avec un total de 49 300 000 francs CFA. Que notre correspondance, nous le souhaitons, trouve un écho favorable à vos yeux afin de redorer le blason du service public supposé être gratuit dans notre région. Veuillez croire, monsieur le gouverneur, l'expression de notre parfaite considération, c'est donc signé le président régional Bida Bellinga Félix Gildas. Voilà donc ainsi, mesdames, messieurs, avec pour ampliation le président national du Social Democratic Front, j'ai nommé Joshua Ozi. Julio Arceljo, des calculs ici qui ont été brillamment effectués par le régional de la région du Sud, la formation politique SDF, il est assez clair, il est assez scientifique et objectif dans sa démarche. Est-ce qu'il ne faut pas saluer ce genre de sortie qui vise à interpeller nos administrations, particulièrement et principalement les sous-préfectures, tant bien dans la région du Sud que dans la région du Centre et que dans toutes les régions du Cameroun? Bon, j'avoue que, premièrement, je suis un petit peu perdu dans l'emploi qu'il fait de la couleur sur les sceaux portés sur son communiqué ou sa correspondance. Jusque-là, du peu que j'ai appris, je le découvre aujourd'hui au grand bonheur. La couleur verte n'étant réservée qu'à l'administration et organes connexes, je suis surpris de voir des cachets rouges sur un courrier, un document signé du régional SDF. Tout à fait. Voilà, première des choses. C'est une belle remarque que vous faites. Ça, c'est sur la forme. Dans le fond, je trouve ce communiqué tellement riche de sens que je me demande s'il y a encore des jeunes capables de s'asseoir, prendre un temps, écrire des choses pour faire des propositions aussi concrètes. Parce que lorsqu'on critique, naturellement, il faut proposer. Tout à fait. Quand il fait le calcul, surtout au niveau des groupes électrogènes, moi, ça me renverse complètement. Il a parfaitement raison. Et vous dit clairement qu'en termes de voitures données à vos différents personnels, nous avons dépassé le cap du milliard, alors qu'il n'y a pas de groupe qui ne nous coûterait que 29 millions. Des imprimantes et desktop qui manquent dans les sous-préfectures, qui qui pourtant sont supposés abriter des secrétariats pour le service du peut-être public. une petite centaine de millions, tout ça. Quand il finit de dresser cet état de choses-là, vous comprenez qu'il y a encore des jeunes soucieux de ce pays. Il y a encore des gens soucieux de ce pays. Ce qu'il dit, en principe, devrait déclencher une décision immédiate. Parce que si moi je suis un manager public, peu importe le niveau auquel je me trouve, un courrier pareil arrive sur ma table où on me dit que j'ai dépensé plus d'1 milliard pour acheter des véhicules à mon personnel, que je dépense plusieurs millions pour acheter pour le bon de carburant, que je subventionne leur maison à hauteur de plusieurs coups de millions, et que le groupe électrogène, les imprimantes qui sont une nécessité absolue pour travailler, ne sont pas disponibles, et que tout ça réuni me coûte à peine une centaine de millions, c'est clair que tout bon dirigeant, tout bon gens serait tenté de trouver un financement pour combler ça. Donc je suis très satisfait, très heureux de ce communiqué du SDF qui est trop profond, qui parle et qui s'inscrit dans la logique du Cameroun nouveau qu'on recherche. Tout à fait. Yvan Ameni, le régional justement du Social Democratic Front, du SDF, semble ici avoir mis à nu, il a déshabillé les problèmes que rencontre la sous-préfecture dans la région du Sud. Et il faut quand même le noter, Yvan, ce sont les mêmes problèmes que rencontrent les sous-préfectures dans d'autres régions. Nous étions par exemple dans la région du Sud, encore à Sangmelima. De ce côté, rassurez-vous, pour vous faire une petite copie, on vous envoie balader dans un secrétariat de la place. Pourtant, il y a des services, il y a le personnel là pour justement répondre à l'ensemble de ces besoins du grand public. Que se passe-t-il? C'est ça, justement, on revient toujours au même quotidien que nous avons remis sur la table, l'éthique professionnelle et la déontologie administrative. Ce n'est plus possible de l'implémenter au Cameroun. La rigueur et la moralisation en contexte actuel
où la corruption est devenue le propre de bon nombre de Camerounais, il est impossible que globalement, les travailleurs dans le secteur public aient des valeurs morales qui vont également avec. Puisque d'aucuns sont là, ils savent qu'on a négocié pour qu'ils soient là. Vous voulez qu'ils soient engagés dans le travail comment? Est-ce qu'ils méritent d'abord d'être à ce niveau? C'est ça le véritable souci au Cameroun. Donc ce qui est perçu du côté de la région du Sud, c'est ce que tous les Camerounais vivent chaque jour. Je vais vous faire une confidence. Un jour, je suis allé dans un ministère, un jour du côté de la poste centrale de Yaoundé, à côté du monument J'aime mon pays, vous connaissez bien ce ministère, pour signer un document un vendredi à 11h. On m'a quand même dit que le vendredi à 11h, il y a les fonctionnaires qui prennent un week-end. On m'a dit de revenir lundi. Donc, vous voulez que ce qui se passe dans la région du Sud, que ça émeuve quel Camerounais? Ils m'ont dit que le vendredi, certains prennent déjà leur week-end, que je revienne lundi. Donc, qu'ils partent en week-end vendredi à 11h. C'est ça le souci. Vous revenez lundi. Il y a des directions. Mais où est passé Aigle finalement alors dans ces... Non, Aigle ne peut rien faire quand l'éthique et la déontologie d'abord, quand les habitudes d'abord des Camerounais ne sont pas de plus en plus implémentées depuis le haut en fait. C'est ça le véritable souci. Allez dans les ministères, allez voir le comportement de certains fonctionnaires dans les ministères. Allez voir leur comportement, allez vivre un peu là-bas. Lorsque vous allez peut-être faire un jour un stage, je ne sais pas trop, dans une administration publique, vous allez rester comme ça, dire que Seigneur, c'est ce Cameroun-ci, c'est avec ces habitudes que nous voulons nous développer. Il y a des fonctionnaires qui ne vont jamais au travail à l'heure. Ils disent jamais au grand jamais. Ils vont au travail à 10h. Ils vont à 10h, à 11h. Et beaucoup prennent leur week-end. Et beaucoup prennent leur week-end à partir de jeudi. De vendredi même. Le vendredi, ils ne sont plus là. Vendredi à 11h, on vous dit qu'il faut revenir lundi. Vous entrez dans un bureau, la manière avec laquelle on vous répond. On vous répond comme si vous étiez, je ne sais pas. Donc, ils prennent leur frustration personnelle, ils viennent de plus en plus les implémenter au niveau des usagers qui arrivent dans leur bureau. Il y a des bureaux où vous entrez, les gens sont fâchés. Vous ne savez pas pourquoi ils sont fâchés carrément. Ils ne vous connaissent même pas. Mais vous entrez au bureau, ils sont quand même fâchés. Autre en fait. C'est ça le véritable souci aujourd'hui. La décentralisation effective et réelle, c'est la seule chose à faire au Cameroun. Nous étions une fois au ministère de la Communication, à la direction de l'Observatoire des médias privés que dirige votre ami très personnel, Denyomba. Par contre, j'assume cette amitié. Non, ne l'assumez pas si vous voulez. Nous, on sait que c'est votre ami. Alors, il y a un bureau à côté justement de son secrétariat et des jeunes filles très potelées, jolies, brunes, belles, velues, qui pour la plupart étaient dans leur Zouma et bien d'autres. Et puis, il y a un directeur de service qui est entré très révolté parce que l'une d'elles ne savait pas rédiger un courrier administratif. Et il a dit vouloir porter cela à l'attention du ministre René Emmanuel Sadi. C'est pour dire qu'au sein des administrations, finalement, au-delà de cette incompétence qui baigne, on a aussi que les administrations comme Yvan Améni, certains ne savent visiblement peut-être pas ce dont ils sont appelés à faire au quotidien. C'est vrai que, en principe, chacun devrait pouvoir savoir ce pourquoi on le recrute. Parce qu'on vous recrute pour répondre à un besoin ponctuel. Tout à fait. Alors, je ne sache pas... Ils sont nombreux qui jouent au Zouma. Je ne sache pas qu'il y ait de logique dans le fait de recruter quelqu'un et ne pas lui dire ce qu'il a à faire. Mais je suis d'accord avec vous parallèlement qu'il y a des personnes qu'on trouve dans les ministères recrutés, fonctionnaires ou agents de l'État, qui n'ont rien à faire et qui jouent justement au Zouma. Le cas du MINCOM, malheureusement, n'est pas un cas isolé. Il y a des cas comme ça où on trouve des fonctionnaires, parfois même seuls dans un bureau, en train de jouer au Zouma. Il y a aussi qu'il y a une pléthore parfois de personnes dans un seul bureau et du coup personne ne sait plus qui fait quoi et on attend juste la prochaine consigne. On vous enverra peut-être acheter un plat de héros quelque part chez une maman qui fait très bien en Guayaquil est là-bas et ça c'est votre mission du jour. Il y a des cas de bureaux comme cela aussi. Vous trouvez dans un seul bureau 4 secrétaires, 5, vous vous demandez ce qu'elles font toutes là alors qu'il manque de personnel dans l'arrière-pays. Non, c'est le système qui fonctionne ainsi. Je refuse juste de faire une fixation particulière sur le ministère de la Communication. Non, on n'en fait même pas. Si vous avez fait, même si vous avez fait un constat. Je connais très bien ces bureaux. Vous savez, quand vous allez chez Denyomba, directeur de l'OMOP, il y a justement son secrétariat. Mais en face, il y a un bureau où il y a beaucoup de personnes aussi. Tout à fait. Beaucoup de jeunes filles. Assez potelées, trop belles, ça, il faut le dire. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire toutes dans ce petit bureau-là
Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on peut les déployer ici et là? Mais au Cameroun, il y a ça. Lorsque vous êtes un fonctionnaire, on dit que l'essentiel, c'est d'avoir le matricule. Vous voyez, quelqu'un qui a fait l'INGS, qui a son matricule, demande qu'on le détache à la communication, parce qu'il n'est plus à l'aise dans son ministère. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas si c'est une pratique. Chez les enseignants, c'est pire. Chez les enseignants, c'est pire. Ils sortent de l'école normale, ils sont recrutés, ils demandent des détachements à gauche et à droite parce qu'ils ne veulent pas enseigner. L'essentiel, c'est d'avoir le matricule. Une autre mauvaise politique. C'est pour ça que je vous disais, Yvan, début d'émission, que si on laissait la fonction publique organiser même les concours, ça serait... Et on a déjà gonflé le moral de certains parents avec cette histoire de matricule, oui, que ça devient comme ça devient une obsession. un harcèlement dans la famille. Vous, je suis presque sûr que de la même manière, vous subissez... Bon, aujourd'hui, peut-être quand on commence à régler les problèmes, on arrête de vous mettre la pression, on arrête de vous déranger. Dans les familles comme les nôtres, lorsqu'il y a des cousins qui sont soit dans l'armée, des officiers, parfois des officiers supérieurs, ou alors des enseignants avec un matricule, ou quelques-uns administrateurs civils, vous qui avez choisi un autre couloir, vous êtes considéré comme le raté. En principe. Tout à fait. Mais parfois, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Parce que vous qui êtes considéré comme le raté, en fait, vous êtes même l'espoir de cette famille. Malgré qu'il y ait des enfants qui, entre guillemets, ont réussi. Vous êtes le plus connu de vous tous au Cameroun. Vous êtes celui qui accède facilement aux services. Vous êtes même celui à qui il demande des services des fois. Mais il y a toujours ce petit esprit qui veut que les parents des autres veulent faire croire au vote que comme votre enfant n'a pas de matricule, il a raté. Donc c'est une sorte d'obsession et ça justifie ce qu'on est en train de dire là. Quand vous avez le matricule, entre guillemets, vous êtes en sécurité. Mais la sécurité de quoi? De quoi? On s'est contenté du minimum dans ce pays et ça a plombé tout le cas. Chacun veut être à la fonction publique pour aller s'asseoir là au bureau et ne rien faire. C'est pour ça que vous constaterez que les fonctionnaires qui travaillent beaucoup sont les sous-directeurs, les directeurs et les ministres. Ils travaillent énormément. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans les politiques qui mettent sur pied, c'est-à-dire celles qu'ils conçoivent. Je parle de la tâche au quotidien. Tout à fait. Ouf! Ces gars travaillent comme des malades. Un directeur arrive au bureau à 6 h, il en repart à 22 h. C'est pareil pour le ministre. Il n'y a pas un ministre qui parle de son bureau avant 20 h. Ça n'existe pas. Tout à fait. Il bosse, il a les dossiers, il bosse. Parce que tout est concentré, comme on disait. Ceux qui sont en bas n'ont rien à faire, ils jouent aux Zuma. Et ils effectuent les courses, ils achètent les plats de nourriture à ceux qui sont occupés à midi. Voilà leur rôle. Et servent c'est ça la fonction publique. Servent du café. Et servent du café. Ouais, voilà la fonction publique au Cameroun. Les agents de l'État, je veux dire les chefs de bureau et autres, ont un petit travail à leur niveau, mais il y a des agents libres là qui ne font rien. C'est quand même terrible. Et ils sont nombreux qui, pour s'occuper, vont faire du trading, vont jouer la crypto-monnaie. Ils sont nombreux. C'est ça qui est vrai. Ils sont nombreux qui ne font rien. Pour enchaîner, même à ce que je lui dis, il faut assister quand ces ministères organisent des événements où on invite tout le personnel de ces ministères. Vous allez croire qu'il s'agit d'une cathédrale. Vous voyez les employés. Oui, ils sont nombreux. On nous dira que Aigle, après CJPS 1 et 2, viendra arranger ces problèmes. Malheureusement, j'ai vécu également une situation, c'est juste entre parenthèses, dans un ministère de la place. Une fois que vous entrez, celui qui est supposé vous accompagner chez le ministre, lui, il est concentré à expliquer les mécanismes de trading, les mécanismes de crypto-monnaie, parce que visiblement, il n'a rien à faire. Il est sur sa machine concentrée à jouer au Zuma, et donc, à la fin du mois, va tout simplement mettre sa carte en banque. Je vous dis que les gens qui se tuent de boulot, c'est souvent les secrétaires directs des directeurs, les secrétaires particuliers. Vraiment, secrétaire administratif, j'ai envie de dire. Tout à fait. C'est secrétaire administratif. Parce que le directeur bosse. Il te compte les dossiers tout le temps, tu dois faire, tu dois travailler. C'est elle qui bosse. Mais ils sont très peu, les gens qui bossent dans la fonction publique. Ceux qui déambulent, vraiment, c'est là où le mot déambuler trouve tout son sens. Ils vadouillent là, au quotidien. Mais vous arrivez dans un ministère, vous voyez les gars, vous vous demandez si l'État est sérieux. L'État pourrait se passer de la moitié de son effectif actuellement qu'il fonctionnerait toujours. Vu qu'il assure le service minimum. Tout à fait. Vu qu'il assure le service minimum, l'État lui-même. C'est clair. Donc, les aigles 5, 6, si j'y pèse 7, on ne sait pas à quoi ça sert. Il n'y a pas que le recomptage physique qui compte ou qui devrait compter. Il y a qu'il faut prendre en compte la réalité de ce qui est demandé, ce qui est nécessaire et ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a fait ce bon ratio-là, on peut savoir facilement de qui est-ce qu'on se débarrasse, qui est-ce qu'on envoie ou pour combler quel effectif. Parce que je précise qu'en zone retirée, vous savez très bien, il y a des sous-préfectures où vous arrivez, vous tirez seulement sur les sous-préfectures où vous arrivez. Comme personne, il n'y a que le sous-préfet et son secrétaire particulier. Mais c'est terrible. Comme personnel dans une sous-préfecture, il n'y a que le sous-préfet qui est comme personnel et son secrétaire. C'est quand même terrible. Et c'est nombreux, il y en a comme ça nombreux. Or,
Il y a des gens qui vadouillent ici. Je vous dis que vadouiller prend son sens avec la fonction publique camerounaise. Il y a des gens qui vadouillent partout là, qui déambulent, qui n'ont rien à faire, qu'on devrait pouvoir envoyer dans ce service déconcentré là, pour essayer d'être occupés. Pour essayer, parce que moi je me pose la question en même temps aussi au Mali, quand vous rentrez chez vous le soir, n'ayant rien fait toute une journée, vous vous sentez comment? Nous, quand on ne fait rien, on s'ennuie. Oui, très gêné. Hein. On s'ennuie. On n'a pas... Peut-être parce que nous, on a un métier compliqué. Passer 1h30 minutes. Je ne sais pas. Peut-être parce que nous, on a un métier compliqué. Nous, même quand tu regardes ton téléphone, tu es en train de travailler. Tout à fait. Tu fais la veille concurrentielle, tu compares les contenus. C'est peut-être pour ça qu'on trouve impensable que quelqu'un passe une journée entière à jouer au Zuma. Tu me trouves à mes secteurs dans les zones. Je suis en train de travailler. Je compare les contenus. Tu es en train de travailler tout le temps. À côté, vous avez des gens qui remplissent les bureaux, qui ne font rien. Et le corps, c'est quand vous arrivez à demander un service, comme Romaric l'a dit. Pendant que vous lui expliquez la nécessité pour le pays de rencontrer un ministre, parce que vous devez lui faire une interview, il va dire des choses aux Camerounais. Il est en train de vous expliquer à vous indirectement. Parce qu'il parle avec ses collègues du trading, du match qui s'est joué hier et de comment la côte a évolué tout au long du match. La côte a évolué. Mais vous vous demandez si... Vraiment, il y avait gain de chance. Vous vous demandez si on est dans le même pays. On se retrouve. Donc, au Mali, voilà la fonction publique qu'on a malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas qu'un cas qui est seulement au niveau de sous-préfecture. Je vous ai dit que le problème de sous-préfecture, il faut pouvoir le dénoncer ici, c'est que parfois c'est seulement deux personnels, le sous-préfet et son secrétaire. C'est souvent même le secrétaire, c'est la mairie qui le paye. On va sortir avec vous. C'est vrai. Voilà, on va sortir avec vous sur ce sujet. Hein, si vous avez un dernier commentaire à coller avant de prendre la rubrique pour bon à savoir et d'expliquer à ceux qui nous regardent comment montrer à quelqu'un qu'on tient finalement à lui. Julio, assez astucieux dans ce sens-là, partagera son avis dans le cadre justement de cette actualité. Yvan. Mais non, justement, tout ce qu'on doit dire, en fait, c'est que au-delà de plus en plus d'appeler les Camerounais à ces affaires de Aigle, CJPS 2 et autres, en fait, il faut revenir en amont, en fait. La fonction publique camerounaise, elle est obèse. C'est ce qu'il faut même dire. Il y a beaucoup à ce niveau-là qui s'ennuient, qui n'ont quasiment rien à faire, qui ne méritent même pas travailler à ce niveau-là. C'est ça le véritable problème fondamental même qu'il faut résoudre à ce niveau. Et on revient toujours à la décentralisation qu'il faut. Parce qu'avec cette décentralisation, le sous-préfet qui a un seul employé, il va dire ici à mon niveau, j'ai un seul employé, j'ai besoin de tel employé autre. Mais s'il faut envoyer encore le dossier à Yaoundé pour dire que vous avez un seul employé, il faut la décentralisation au Cameroun. Tout simplement, mon très cher Romaric Noirfeu. Ce qui se passe dans la région du Sud, c'est la réalité que les Camerounais vivent tous les jours. Signer un document au Cameroun, ce n'est pas évident. Il y a des documents même que pour le faire. Moi, je prends par exemple un cas ici récemment, lorsqu'on devrait nous établir les cartes de presse. Mais ça a pris quasiment 3 jours à certains employés. Il faut aller signer tel document, tel n'est pas là, venez demain à 10 h. Et chose curieuse encore, vous arrivez, on vous dit qu'il y a la pause. Il n'y a pas de pause dans le service public. Vous êtes en pause, il faudrait qu'il y ait une personne qui vous remplace automatiquement. Comment on peut aller pour établir une carte nationale d'identité dans un commissariat, on dit que c'est la pause, on lave le sol. Il n'y a pas de pause. Au 21e siècle, c'est ce qu'on vous dit. Vous partez établir la carte nationale d'identité, on vous dit qu'on lave le sol, c'est la pause. C'est quand même grave. Le service public dans les pays qui veulent se développer. Ou le même passant, on demande de sauter. C'est ça. Vous sautez, vous glissez. Donc comme si nous sommes dans un pays où quand vous avez des activités à gérer en milieu dans les administrations publiques, on estime qu'en fait vous n'avez rien à faire. Donc quand vous arrivez, ils estiment que non, voilà un potentiel Camerounais, lui n'a rien à faire en fait. C'est ça le véritable souci. Il faut revenir en amont pour résoudre la situation. Merci Yvan Meni. On va peut-être sans transition prendre la rubrique Bon à savoir. Julio Arcel Job, ils sont très nombreux qui cherchent des astuces, des mécanismes pour montrer à quelqu'un, ça peut être votre copine, votre altère de manière générale, comment est-ce qu'on tient à lui. Comment montrer à quelqu'un. Vous avez parfaitement raison, c'est plusieurs cas. Tout à fait. Avec des spécificités. Tout à fait. Moi, pour montrer par exemple à mes enfants que je tiens à eux, je suis obligé de travailler comme un mouton pour leur garantir un avenir meilleur. Oui. Leur éviter de vivre la vie de chien, entre guillemets, que j'ai vécu. Vous voyez un peu. C'est comme ça que je peux leur montrer que je tiens à eux. Oui, parce que si vos enfants vivent la vie que vous avez vécue, vous les détestez à fond. Celle que moi j'ai vécue, si mes enfants la revivent, mais c'est une tragédie. Maintenant, comment on montre à une femme qu'on tient à elle? Je vous avoue que je ne peux pas répondre à cette question. J'ai souvent eu beaucoup de difficultés à le montrer aux femmes auxquelles je tenais. Résultat, elles sont toutes parties.
Donc il m'est impossible de vous dire comment est-ce qu'on montre à une femme qu'on tient à elle. J'ai toujours pensé qu'il fallait la protéger en lui évitant le stress. Vous savez, Julio, je parcourais les commentaires Facebook après une émission d'Horizon Midi et j'ai vu un commentaire qui disait « Ah, le comble Julio, il ne change jamais, depuis le lycée. » Oui.